Et donc, je voudrais appeler Florent Ménégo et Bertrand Piccard. Veuillez accueillir chaleureusement Florent Ménégo, président du groupe Michelin et de Movino, et Bertrand Piccard, fondateur et président de la fondation Solar Impulse. Merci Florent et Bertrand d'avoir accepté de porter notre message clé, du moins sur l'évolution de Movino, à la raison de cette célébration. Nous aurons ensuite nos CEO et nos panélistes qui montreront des expériences très concrètes de succès écosystémique. Alors on l'a intitulé « Unis pour construire une mobilité durable qui favorise la compétitivité et la souveraineté européenne ». Heureusement que j'avais mes notes. Et ça fait beaucoup d'idées, mais parce qu'effectivement, et Olivier l'a dit, on est un peu à un tournant où finalement ces notions qu'on opposait beaucoup semblent pouvoir et peut-être devoir converger. Compétitivité, souveraineté sont des challenges qui sont de plus en plus aigus, en tout cas pour notre continent, mais celui de la durabilité, bien sûr, et pour toute la planète et notre économie également. Donc on me demande de vous présenter maintenant. Alors je me demande... qui ne connaît pas Florent Ménégo, président de Movinon et accessoirement de Michelin, qui bien connu bien sûr pour son engagement dans la durabilité, pour son engagement dans la compétitivité, pour cette forme d'optimisme lucide dans son dialogue social, qui tire l'économie, et on a eu quelques belles sorties médiatiques qui ont fait beaucoup de bruit. Nous sommes très fiers de t'avoir là. Et puis qui ne connaît pas Bertrand Piccard, le formidable explorateur qui, par ses exploits passés et futurs, démontre que des innovations ou des technologies que certains croient impossibles, en fait, fonctionnent. Et fonctionnent même très bien pour faire des exploits formidables, et à pousser cette logique jusqu'à créer une fondation qui les recense, qui les labellise de façon très structurée. Et c'est cette fondation qui s'associe à la Société d'encouragement de l'industrie nationale pour créer ce fonds de dotation dont Movinon devient le premier pilier dédié à la mobilité. Donc merci à vous deux, et sans plus attendre, Florent, pourquoi confier Movinon à ce fonds de dotation et ses deux partenaires? Bonsoir à tous, merci Gaël pour cette introduction. Peut-être deux ou trois concepts rapides. En 1998, à l'occasion du centenaire de Bibendum, Édouard Michelin, à l'époque, lance le Challenge Bibendum. Le Challenge Bibendum, c'est réunir toutes les entreprises qui ont des technologies qui permettent la mobilité un peu différemment. Et puis, cet événement se produit tous les 2 ans, parcourt un peu le monde. Et puis en 2015, on se pose la question au niveau de Michelin en disant mais finalement, comment on va faire pour faire accélérer ces choses-là, qu'on ne soit pas simplement un démonstrateur de technologies possibles, mais qu'on permette à des écosystèmes de pouvoir se former pour impacter plus largement toute la mobilité et la société. Parce que chez Michelin, nous avons une conviction profonde depuis notre origine, qui est que le progrès humain passe par son mouvement. Le mouvement, c'est le progrès. Et donc, d'ailleurs, Movinon, c'est pas un hasard si vous retrouvez la plupart des lettres. Il y a Michelin, le M, mais sinon, vous avez Innovons qui se promène dans Movinon. Et l'idée, c'est de dire, il faut innover pour permettre d'avoir un mouvement qui soit accessible pour plus de monde, avec beaucoup moins d'impact. Plus de mobilité pour plus de monde avec beaucoup moins d'impact. Et ça, en fait, ça paraît très simple à dire, c'est extrêmement difficile à faire. Le mouvement de l'humanité, il s'est construit principalement au cours des 150 dernières années autour d'une énergie carbonée, disponible en assez grande quantité à l'époque. On pensait que c'était quasiment intarissable. Et cette énergie décarbonée avait un très fort contenu énergétique et permettait de faire plein de choses. Et ça a permis à l'humanité de se développer. Et l'humanité a connu un développement considérable grâce au pétrole. Simplement, il y a eu des effets négatifs associés qu'on connaît aujourd'hui, qui est que en fait, l'humanité est en train de détruire son environnement,
si on ne prend pas garde. Et donc, la question, c'est comment on remet un peu plus l'accent sur moins d'impact. Donc, en 2015, on se pose la question en disant comment on fait pour faire ça. Et donc, on décide de changer le nom. Le nom, c'était pas... Le Challenge Bibendum, c'était fait par Michelin, Michelin recevait. Moving On, c'est créer un écosystème impliquant les grandes entreprises, les petites entreprises, les partenariats publics-privés, les partenariats privés-privés, d'élargir l'écosystème pour avoir de l'impact. Moving On a commencé à ce moment-là, mais était encore très associé à Michelin. Et aujourd'hui, je suis très heureux que nous passions à une nouvelle étape dans laquelle, avec Solar Impulse Foundation, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, nous créons ce fonds de dotation pour créer une verticale mobilité de façon à pouvoir encore accélérer l'impact et à pouvoir encore fédérer un écosystème en dehors de Michelin, parce que quand on était Michelin, on pouvait imaginer qu'on avait un biais commercial. Moving On, il n'y a pas de biais commercial. Moving On, c'est vraiment l'idée de trouver des solutions décarbonées rapidement pour pas trop cher et pour le maximum de personnes. Peut-être une notion essentielle avec Bertrand qui a rejoint Moving On très tôt, qui a toujours participé et à laquelle on avait des connexions très fortes. La question, c'est de se dire comment on fait pour développer la transition écologique ou environnementale avec un business model. Parce que s'il n'y a pas de business model, s'il n'y a pas de business économique, il n'y aura pas de transition. En réalité, ça c'est une chimère de l'esprit d'imaginer qu'on va pouvoir faire une transition contre tout. L'économie, c'est absolument indispensable. Et donc la question, c'est comment on fait ? On a été biberonné aux énergies fossiles depuis 150 ans. Donc là, comment on fait pour changer ça rapidement ? Parce qu'on n'a pas énormément de temps devant nous. Et donc, dès le départ, et Solar Impulse avec au départ de la Solar Impulse Foundation, il y a d'abord un avion complètement décarboné qui parcourt le monde et qui était d'ailleurs équipé avec des petits trucs Michelin. Mais c'est grâce à ça qu'il a fait le tour du monde, bien sûr. Mais c'est dès le départ, l'idée c'est de montrer que c'est possible. Donc on fait des démonstrateurs et puis après, et là c'est pas un hasard si on est avec la société d'encouragement pour l'industrie nationale, c'est qu'il faut passer à l'échelle. Et là, l'industrie est absolument indispensable pour être capable de passer à l'échelle et pour trouver le modèle économique. Voilà l'histoire de Moving On. Et alors, on sera plus fort maintenant pour innover et influencer, mais comment on va travailler cette complémentarité ? Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand ? Comment tu pourrais développer cette notion de complémentarité ? Tout à fait. La complémentarité, elle répond au clivage que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a entendu depuis des années et des années ? On a entendu que la protection de l'environnement, c'est cher, que c'est rébarbatif, que c'est sacrificiel, qu'il faut sacrifier une partie de notre mobilité, une partie de notre confort, une partie de notre développement économique. Alors, sans même se prononcer pour savoir si c'est juste ou faux, il faut juste réaliser que ça n'a séduit personne. Aujourd'hui, on a plus de CO2 dans l'atmosphère, plus de pollution dans les océans, moins de biodiversité, moins de ressources naturelles qu'on avait au début de l'écologie. Donc, c'est un échec. C'est un narratif qui n'a pas porté ses fruits. Et maintenant, on a un retour de balancier, complètement dans l'autre sens, où l'industrie et l'économie qui s'est sentie menacée depuis des années prend sa revanche en demandant l'abolition des lois de protection de l'environnement, un retour en arrière dans toute une série de législations, une attaque de la science, parce que la science a prouvé que les changements climatiques étaient d'origine humaine, donc il faut tuer le messager. Et après avoir été dans un extrême, on est dans l'autre. Évidemment, il n'y a aucun des deux qui marche. Et ce qu'il faut montrer aujourd'hui, c'est que ce clivage entre une industrie rentable mais polluante et de l'autre côté une écologie chère et sacrificielle n'a plus de raison d'être. Plus du tout. Et comment est-ce qu'on le prouve ? On le prouve en allant regarder tout ce que l'industrie, tout ce que les startups, tout ce que les innovateurs
arrive à proposer comme solution technique, comme système, processus, matériaux, produits, appareils, software, et qui permettent de protéger l'environnement d'une manière économiquement rentable. Alors comment c'est possible? Comment est-ce que tout à coup, l'écologie peut être rentable et l'industrie peut être propre? Je pense grâce à un mot qu'on n'utilise pas suffisamment, c'est l'efficience. L'efficience, c'est quand on peut faire plus avec moins. À ne pas du tout confondre avec la sobriété, parce que la sobriété, on fait moins avec moins. Donc la sobriété, c'est une réduction avec un sacrifice. L'efficience, c'est une réduction avec un bénéfice. Et on voit avec la Fondation Solar Impulse, c'est les 1600 solutions que Sabrina Cipulo et son équipe ont réussi à identifier, à labelliser, on voit que la plupart sont justement des solutions qui permettent d'augmenter l'efficience de notre fonctionnement. Et si on augmente l'efficience, ça veut dire qu'on gaspille moins et que la marge bénéficiaire est plus haute. Par conséquent, on voit qu'il n'y a pas de décroissance de l'économie. Il y a une décroissance du gaspillage, il y a une décroissance de l'inefficience, mais il y a une croissance du chiffre d'affaires, une croissance du bénéfice, une croissance de l'efficience, qui est un intérêt fondamental pour l'industrie. Alors pour l'industrie, quand elle produit ses solutions, et pour le client, même le public, quand il utilise ces solutions. Quand on réabsorbe la chaleur perdue d'une usine pour redonner cette chaleur à l'usine et faire 30% d'économie d'énergie et de réduction de factures, eh bien, ça fait du bien à la société qui produit le système comme à la société qui l'utilise. Et tout est comme ça. Donc on peut passer d'une économie quantitative qui produit le plus possible à un prix le plus bas avec une marge bénéficiaire extrêmement basse à une société économique qui fonctionne avec un bénéfice plus haut, une efficience, moins de gaspillage et une protection de l'environnement. Et la complémentarité, elle est là. Cette complémentarité, elle est qu'on peut enfin agir industriellement de manière écologique parce qu'on met l'écologie au centre du développement économique et on peut agir écologiquement parce qu'on utilise les solutions qui sont développées par l'industrie pour rendre notre monde efficient. Alors, bon, je ne vais pas tout dire parce que je crois qu'après, tu as d'autres questions, mais si on le dit en tant qu'institution écologique, on ne va probablement pas être écouté de la même manière que si on le dit en tant que fonds de dotation avec la Société d'encouragement à l'industrie nationale et toutes les qualités qu'Olivier Mousson a décrites, si ce sont des industriels, des financiers, des économistes, vous qui le dites, avec des projets publics-privés comme on a avec la région Île-de-France, où chaque année on amène des solutions à des acheteurs privés et publics. Donc en fait, on entre dans un écosystème extrêmement vaste où chacun trouve un intérêt à collaborer. Et aujourd'hui, c'est le lancement de cette nouvelle action avec la possibilité d'avoir des exemples extrêmement précis sur la mobilité grâce à Moving On. Donc je suis extrêmement heureux de cet événement qui lance une nouvelle démarche qui est une démarche pionnière. J'en connais pas d'autres dans d'autres pays et on va montrer que c'est possible. Alors, dans le titre de votre intervention tous les deux, il y a un mot, il n'y a que des mots importants, mais il y a le mot européen notamment. Et quand on préparait, Moving On a fait le choix de s'internationaliser en Europe. Aujourd'hui, Moving On est un écosystème qui réunit des acteurs mondiaux, donc a beaucoup hésité finalement à avoir une ambition mondiale, mais on voit bien qu'on a des défis particuliers en Europe. Et Florent, je voudrais bien que tu nous parles justement du tournant que tu perçois de l'économie européenne et de la société européenne. Alors pendant des années, on a vécu une mondialisation heureuse en pensant que l'économie allait finalement résoudre tous les sujets sociaux, humains, technologiques, etc. Et puis on a un réveil brutal là depuis une décennie où le monde de nouveau se fragmente.
Et là, on est en très grand danger, en fait. L'humanité est en très grand danger. Parce que le sujet, d'ailleurs, c'est pas un sujet d'environnement, hein, c'est un sujet de survie de l'humanité dont on parle. Et donc, dans un monde qui se fragmente, en fait, qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre? On voit des pays qui émergent, l'Inde, la Chine, des puissances économiques qui émergent et puis qui disent, mais finalement, un ordre mondial dicté par certaines économies anciennes, ça ne me parle pas forcément autant que ce que vous pouvez imaginer, vous, économie occidentale, qui m'expliquez comment je dois faire. Et puis on voit aussi soudain la guerre qui commençait à s'éloigner, revenir sur différents théâtres d'opération. Et on pensait qu'à un moment en Europe que la guerre c'était quelque chose de lointain qui allait se passer hors de chez nous. Et il fallait s'équiper d'ailleurs pour pouvoir faire la guerre très très loin de chez nous. Et puis maintenant nous sommes confrontés à la guerre aux portes de l'Europe. Et donc ça c'est une nouvelle donne qui change profondément finalement la manière dont le monde se construit. Je pense que c'est une étape dans une transformation. Quand on innove, on sait toujours qu'on passe son temps à se casser la figure puis à rebondir. Et donc et l'humanité fait un peu ça. Je suis un optimiste incorrigible, donc je pense que c'est ça. Mais le moment où on trébuche, c'est douloureux. Donc le sujet, c'est de dire, en face de blocs ou de partenaires qui tout d'un coup changent d'avis, quelle est la maille économique qui compte? La seule maille économique qui compte aujourd'hui dans le monde, quand on est en France ou quand on est européen, c'est l'Europe. Donc il faut reconcevoir l'Europe avec une France dans l'Europe, une Allemagne dans l'Europe, une Italie dans l'Europe, et redéfinir une vision pour notre continent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est quelle est l'Europe qu'on construit. L'Europe a eu un succès énorme parce que pendant des siècles, les pays européens ont passé leur temps à se taper dessus. Et finalement, un jour, ils se sont dit, mais si on arrêtait de se taper dessus et si on se mettait ensemble, on serait peut-être beaucoup plus fort. Et ça a conduit à une période économique incroyable de plus de 70 ans de paix. Et aujourd'hui, cet horizon, il a changé. Et l'Europe, dans sa vision, n'a pas évolué. Et aujourd'hui, il faut qu'on la fasse évoluer. Il faut qu'on contribue à faire en sorte que l'Europe redéfinisse une vision qui nous porte pendant le prochain siècle. Et ça, il faut croire à un certain nombre de choses. Bertrand l'a dit très bien, la science, il faut croire à la science. Il faut croire en l'être humain. Il faut croire à un certain nombre de choses qui nous portent. Il faut croire en l'économie. Dans une économie qui peut être pensée différemment. Et il faut arrêter de cliver le public et le privé. En fait, c'est une même société qui est organisée avec des spécialités et qui doit fonctionner de manière interconnectée. Donc l'Europe, ça reste la seule maille qui vaille en face demain de l'Inde, de la Chine aujourd'hui, des États-Unis et des autres grands pays. Donc il nous faut construire une Europe, et moi je crois à une construction d'une Europe technologique, une Europe autre, qui sera portée par une vision sur la science, sur la formation, sur l'éducation, l'Europe a été portée par le siècle des Lumières, il faut remettre ça à l'agenda de la vision européenne. Et c'est à cette condition qu'on pourra remplir et avoir une maille économique suffisante pour pouvoir développer des solutions qui ensuite iront s'imposer dans le reste du monde. C'est pour ça qu'on a fait le choix de se développer d'abord en Europe, mais après, Movingland a vocation, les problèmes de mobilité sont partout dans le monde, mais ils sont à peu près équivalents un peu partout dans le monde. Donc Movingland a vocation ensuite à s'internationaliser au-delà de l'Europe. Mais finalement, alors, une fois qu'on aura cette vision, une fois qu'on aura un législateur qui laissera jouer les forces du marché, tout sera résolu? Pourquoi ça paraît un peu plus compliqué que ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus simple de faire perdurer le statu quo au lieu d'être des pionniers, des explorateurs, de casser le statu quo et inventer quelque chose de nouveau. Le problème, il est là. Florent a très bien décrit la situation de l'Europe. Comment est-ce qu'on veut être compétitif en Europe quand on importe la totalité de notre énergie de l'extérieur et qu'on gaspille les 3/4 de ce qu'on importe?
C'est ça la situation. Donc on est comme un abruti dans une baignoire avec une fuite. Et puis au lieu de colmater la fuite, on ouvre le robinet tout grand pour compenser tout ce qu'on perd. Avec l'énergie, c'est ça. Donc quand on dit que l'Europe doit être compétitive, on a besoin d'une énergie bon marché. Cette énergie, elle va devenir bon marché à partir du moment où on l'économise et que les 3/4 de ce qu'on gaspille arrêtent d'être gaspillés, qu'on produit sur place avec des énergies renouvelables, avec des jobs locaux et avec des prix beaucoup plus bas, parce que si le solaire était 40 fois plus cher en l'an 2000 qu'aujourd'hui, ben aujourd'hui, c'est la source d'énergie la moins chère qui existe dans le monde. Il y a des nouveaux débouchés extraordinaires à créer dans le stockage, et ce n'est pas seulement les batteries, c'est le stockage de chaleur dans le sol, c'est le pompage-turbinage dans les montagnes, c'est toute une série de nouvelles opportunités industrielles. On ne va pas pouvoir créer quelque chose de nouveau en nous contentant de l'ancien, alors que le monde entier veut faire mieux que nous. Donc ça devrait être une extraordinaire stimulation pour faire bien. Et toutes ces solutions qui permettent de développer une mobilité plus efficiente, une consommation d'énergie plus efficiente, des nouvelles manières de fonctionner, mais tout ça, c'est des débouchés extraordinaires pour notre monde. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Moi, j'aimerais quand même, et ça, tu le dis, c'était le sens de ta question, hein, est-ce qu'il suffit d'un législateur qui fasse les choses correctement? J'aurais presque envie de dire oui. Presque envie de dire oui. Il y a une start-up française qui s'appelait Logico, qui a inventé un système qui électrolysait un petit peu d'eau dans le moteur thermique des voitures pour produire un peu d'hydrogène qui améliorait la combustion dans les cylindres des voitures thermiques. 20% à peu près de moins de consommation de carburant sur un taxi 6 mois pour rentabiliser le système. Donc même pas de gilet jaune si on augmente le prix du diesel parce qu'on économise déjà plus avec le GICO que l'augmentation de taxes. Tout ce que voulait cette société, c'était une vignette critère qui permettait de rouler dans les zones à faible émission. Uniquement ça, rien d'autre. On a écrit, on a essayé, on n'a rien obtenu, le GICO a fait faillite. Mais quand le GICO fait faillite, c'est une start-up prometteuse de France et d'Europe qui disparaît. C'est 20% d'économies d'énergie qui sont perdues. C'est un désastre sur le plan écologique parce que ça aurait été une manière de montrer comment une start-up peut aider à protéger l'environnement de manière rentable. Eh bien, il y en a plein de systèmes comme ça qui disparaissent, solutions qui font faillite, alors que la législation pourrait être adéquate. Et on a lancé avec la Fondation Solar Impulse lors des avant-dernières législatives, parce que comme vous commencez à en avoir plusieurs, il faut commencer à compter lesquelles c'est, où on a amené aux nouveaux parlementaires 50 propositions de loi prêtes à voter pour débloquer des solutions françaises. Alors il y en a 3 qui ont été mises en place sur la géothermie, sur l'agrivoltaïsme et sur le solaire flottant, mais celles sur la mobilité, on n'a pas encore réussi à les faire passer. Comme par exemple le car to grid, voiture à réseau. Fondamentalement important ça. Vous chargez toutes les batteries de voitures électriques pendant la journée avec les énergies intermittentes renouvelables, et les batteries de voitures constituent le stockage pour le pays. Et puis ensuite, quand vous avez une demande accrue entre 6h et 9h du soir, vous videz votre voiture sur votre maison ou sur votre réseau, de manière à éviter un pic de production, notamment au gaz ou en importation d'électricité charbonnée allemande. Ben ça n'a pas encore réussi à passer sur le plan législatif. C'est toujours interdit. Eh bien, voilà sur quoi on peut travailler avec Moving On et le fonds de dotation. Voilà le genre de choses où l'entier des membres de Moving On, l'entier des membres de Solar Impulse, l'entier des membres de la SEIN peuvent travailler avec le législateur pour montrer les avantages. Donc, on va être une force extraordinairement puissante pour arriver à faire passer des nouvelles législations et de motiver les législateurs à faire autre chose que ce qu'ils ont toujours fait. Merci. Alors, on s'approche du temps de la conclusion. Alors, je vais laisser le mot de la conclusion à
à Florent, tu as toute l'équipe, tout l'écosystème, pas que, mais notamment l'écosystème de Moving On et les futurs membres de Moving On aussi certainement. Et finalement, quel rôle on peut jouer, nous, Moving On, pour accélérer cette coopération et ces synergies publiques-privées, puisque c'est un peu là que le bas blesse. Oui, alors, je vais en profiter pour rebondir sur un point de Bertrand. C'est le passage à l'échelle, c'est extrêmement difficile. Et imaginez qu'on puisse le faire tout seul, c'est toujours un vœu pieux. En réalité, on est interdépendants et les startups ont besoin des grands groupes, les grands groupes ont besoin des startups. Le public a besoin du privé pour démontrer que c'est possible, mais le privé a besoin du public pour créer l'environnement dans lequel le privé va pouvoir s'exprimer. Donc cette notion d'écosystème, finalement, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Et Moving On, on voit, maintenant, ça fait presque 10 ans qu'on a créé Moving On, et ça fait presque 30 ans qu'on a démarré sur ces questions de mobilité durable. C'est difficile, c'est ardu, mais la communauté grandit. Donc ce que j'attends, moi, de Moving On, c'est de continuer à développer cet écosystème autour de projets concrets. Il y a un certain nombre d'idées. Chaque idée, on la transforme en projet. Et puis, on met autour de la table toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet, public ou privé. Et on définit finalement quelles seraient les conditions à mettre en place pour que cette idée passe à l'échelle. Encore une fois, l'innovation, c'est une idée, mais qui a trouvé son marché. Trouver son marché, c'est pas facile. Donc, il s'agit pas, Moving On, c'est pas que des idées, c'est des idées qu'on essaie de convertir dans des solutions concrètes qu'on est capable de mettre à l'échelle. Et c'est toute cette chaîne-là que Moving On est en charge d'animer et de créer. Donc, vis-à-vis des organismes publics, je vois trop souvent des intentions qui sont excellentes, qui se traduisent par des législations qui sont impraticables. Qui sont soit impraticables parce que socialement elles deviennent inacceptables, soit parce que derrière elles n'ont pas été conçues pour passer à l'échelle au niveau industriel. Et donc ça, il faut qu'il y ait un meilleur dialogue entre le public et le privé, et Moving On peut servir pour favoriser ce dialogue. Il faut qu'il y ait une meilleure compréhension. Je l'ai dit plusieurs fois, quand un industriel fait une bêtise, il faut lui taper sur les doigts. Quand il fait une grosse bêtise, on lui donne un grand coup sur la tête. Mais on ne crée pas une loi, parce qu'il y a le reste qui fait bien les choses, et il y en a un qui dévie, on fait une loi pour contrer celui qui dévie. Moyennant quoi, on impose à tous les autres des contraintes absolument énormes qui sont souvent contre-productives. Donc là, dans un partenariat public-privé et dans ce type d'échange où il n'y a pas d'autre enjeu que de trouver des solutions de mobilité durable, travaillons ensemble pour définir quel type de règles permettrait de ne pas créer d'inconvénients, d'étudier les impacts avant qu'on mette en place des règles et de permettre aux industriels de pouvoir faire leur travail en sentant que les pouvoirs publics vont les aider à passer cette phase très difficile de mise à l'échelle. Voilà, donc Moving On, de mon point de vue, est un concept très moderne qui, je l'espère, va continuer de se développer. Je crois qu'on a compris pourquoi on était du côté de la solution, en tout cas. Merci beaucoup, Bertrand et Florent. Avec plaisir.